Justicia, pour tout savoir sur les droits. La Constitution de la République démocratique du Congo, dont la Cour constitutionnelle est la gardienne, constitue la loi suprême au sein de l'ordonnancement juridique congolais. Ces documents définissent les types de sociétés organisées dans un pays, les symboles qui distinguent les pays des autres pays, tels que les drapeaux, l'hymne national, la devise, la monnaie nationale, la forme de l'État, les régimes politiques, les modes de scrutin et le fonctionnement des institutions. La loi fondamentale actuelle est le fruit d'un consensus politique obtenu à Sun City grâce à la médiation des Amis du Congo. L'accord global et inclusif a été le couronnement historique des efforts en vue de mettre fin aux 4 années de guerre fratricide. Cristallisée dans un document solennel et public, cette volonté s'impose aussi bien qu'aux institutions qu'au peuple lui-même, désormais devenu acteur du jeu constitutionnel. Votre magazine de la promotion de vos droits et devoirs vous ramène dans l'histoire pour vivre les parcours de la Constitution qui régit la République démocratique du Congo. Historique. À son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la RDC était régie par des textes à valeur constitutionnelle, à l'occurrence la loi fondamentale du 19 mai sur les structures du Congo et la loi fondamentale du 17 juin 1960 sur les libertés publiques. Adoptées sous forme de loi par le Parlement belge pour le nouvel État, ces lois constituaient des traductions en termes juridiques des résolutions des tables rondes belgo-congolaises. La première constitution dont la République démocratique du Congo s'est dotée est la constitution dite de Luluabourg du 1er août 1964. À l'instar de la loi fondamentale du 24 juin 1960 sur les libertés publiques, elle a consacré la majorité de ses dispositions aux droits de l'homme. Suite au coup d'État militaire du 24 novembre 1965, le nouveau régime dotait les pays d'une nouvelle constitution, celle du 24 juin 1967, qui restera en vigueur jusqu'à la décennie 90. Comparée aux constitutions antérieures, elle a marqué une déconstitutionnalisation prononcée de ses droits. Au fil du temps, le grignotage des droits de l'homme va d'ailleurs se poursuivre avec notamment les passages du bipartisme à la suprématie du mouvement populaire de la Révolution sur toutes les institutions de l'État d'abord et ensuite l'absorption de l'État par celui-ci à travers l'institutionnalisation du parti-État. Avec l'avènement du président Mobutu, dans la logique même du parti unique, il voulait faire des institutions qui obéissaient à cette logique, qui était en fait, dans le cadre du parti unique, un des axes du pouvoir politique. Désormais, les principes de la séparation du pouvoir, comme celui de l'indépendance du pouvoir judiciaire, sont affirmés, mais ils sont vidés de tout leur contenu. Il en est de même de la liberté d'expression qui recule devant le mobutisme. Ces incohérences du système monopartisan du MPR sont parmi les malaises institutionnels qui ont conduit à la convocation en juillet 1991 de la Conférence nationale souveraine. Les institutions étaient pratiquement disqualifiées. Il fallait donc un forum beaucoup plus grand que le Parlement, un forum qui rassemblerait toutes les forces vives de la nation et que ce forum devrait revoir l'ordre constitutionnel du pays. Et donc, cette idée a prévalu dans le pays. On s'est réunis en conférence nationale. C'était une conférence qui se voulait une relecture de l'histoire du pays, ce qu'il y avait de bon, ce qu'il y avait de moins bon, les responsabilités des uns et des autres, et qui proposerait des remèdes et des solutions à cette situation.
Parmi les documents adoptés par la CNES figure une constitution transitoire, l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période des transitions. Adopté le 4 août 1992 en remplacement de la Constitution de 1967, ces documents fut le premier texte de l'histoire constitutionnelle du Congo à avoir fait l'objet d'une large discussion et d'un débat auquel ont participé des personnes de divers horizons du pays. En dépit d'une très large adhésion populaire et de l'endossement de la Cour suprême de justice, ces textes ne furent cependant pas reconnus par le président Mobutu et ses partisans qui considéraient la Constitution de 1967 comme toujours en vigueur. L'impasse a été momentanément résolue lorsque les deux camps politiques ont finalement convenu d'adopter 2 ans plus tard une constitution de compromis, dénommée l'acte constitutionnel de la transition, promulgué le 9 avril 1994. Ce texte est resté en vigueur jusqu'en mai 1997, lorsque la victoire de la rébellion armée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, sur les forces armées zaïroises FAZ, permit l'installation au pouvoir de son chef, Laurent Désiré Kabila. Ce dernier a mis en place une constitution par laquelle, où il exerce celle par décret-loi constitutionnel, les pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette situation a subsisté jusqu'au 4 avril 2003, date à laquelle a été promulguée la Constitution de la transition, négociée par les signataires de l'accord global et inclusif conclu à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, dans le but de mettre fin aux conflits armés qui décimaient le pays depuis 1998. C'est en application de ces dispositions pertinentes de cette Constitution qu'a été élaborée la Constitution du 18 février 2006. La Constitution du 18 février 2006 nous a permis de quitter cette période d'incertitude vers la période de la distribution démocratique du pouvoir. D'elle et à partir d'elle, nous avons organisé les élections de 2006. Nous avons réitéré en 2011. Nous sommes arrivés en 2018 où le pays a connu sa toute première alternance démocratique au sommet de l'État. Sans cette constitution, on n'aurait pas parlé de cette alternance démocratique au pouvoir. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Comparée aux constitutions congolaises antérieures, la constitution du 18 février 2006 présente plusieurs spécificités. Cela apparaît non seulement dans la procédure de son élaboration, mais aussi dans sa dimension sociale, l'aménagement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et la jurisprudence qu'elle a sécrétée. Si vous prenez les constitutions modernes, vous trouvez pratiquement le même principe. Par exemple, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce principe d'indépendance du pouvoir judiciaire est un élément structurant de ce qu'on appelle l'état de droit. Tous les États aujourd'hui aspirent à être des États de droit, des États démocratiques, et pour asseoir un État de droit et de démocratique, il y a des mécanismes universels. Il faut que votre pouvoir judiciaire soit indépendant. Il faut qu'il y ait la responsabilité devant ou la redevabilité. Il faut qu'il y ait la décentralisation. Les degrés n'est-ce pas, varier d'un pays à un autre. Mais il faut que ce soit des constitutions qui vous permettent d'asseoir la démocratie. La démocratie est devenue un standard commun. Et c'est pourquoi nous parlons d'un commerce international de textes constitutionnels. Outre son appropriation populaire en vertu du référendum constitutionnel des 18 et 19 décembre 2005, cette constitution a bénéficié dans le processus de sa confection de la contribution de plusieurs sources. Les unes internes, les autres internationales, celles-ci officielles et celles-là privées. Cette constitution a plusieurs sources.
les sources nationales, mais aussi les sources internationales. Les sources nationales, c'est tout l'ensemble des dispositifs constitutionnels antérieurs à 2006. Donc, cette constitution a une source nationale. La source internationale, c'est que cette constitution s'est rapprochée de plusieurs constitutions à travers le monde. Ce sont toutes ces sources-là mises ensemble qui ont permis aux Congolais de se frayer un chemin sur le plan constitutionnel. Et cette constitution a répondu à un certain nombre de préoccupations sur l'organisation, mais aussi la gestion du pouvoir dans notre pays. Officiellement, c'est le Sénat qui a élaboré un avant-projet de constitution qui a par la suite été transformé en un projet de constitution par l'Assemblée nationale. C'est alors que le peuple est entré en lice pour adopter ces projets de constitution qui deviendra l'actuelle constitution en vertu de sa promulgation le 18 février 2006 par le président de la République. Cette constitution a assuré un équilibre, notamment entre les trois pouvoirs de l'État dans la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. C'est une première en Afrique. Pour moi, cette constitution regorge de beaucoup de valeurs. 16 ans après, je me rends compte que cette constitution n'est pas suffisamment connue et n'est pas suffisamment vulgarisée. Sa dimension sociale confirme cette internationalisation dans la mesure où, outre qu'elle cite expressement certains traités internationaux dans son préambule, cette constitution consacre la quasi-totalité des droits de l'homme connus à ces jours, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Vous avez les dispositions fondamentales, vous avez les libertés fondamentales et les droits. C'est quelque chose de terrible. Nous avons le droit à l'eau potable, le droit à l'électricité. Tout ça fait partie de la Constitution. Et ça d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le chapitre sur les droits et libertés vient avant même le chapitre sur l'organisation et l'exercice des pouvoirs. À ces droits à caractère général, il faut d'ailleurs ajouter des droits à caractère catégoriel au bénéfice notamment des enfants, des femmes, des étrangers, des minorités ou des peuples autochtones. Tirant certainement son inspiration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Constitution contrebalance ces différents droits par des devoirs. Au total, sur les 229 articles qui comptent cette Constitution, 57 au moins sont consacrés aux droits de l'homme. Ce qui marque une avancée quantitative remarquable par rapport à toutes les constitutions antérieures. Justicia, pour tout savoir sur les droits.